Bonjour et bienvenue sur le podcast À votre pleine santé, le podcast naturo qui vous accompagne vers une alimentation saine et gourmande et qui vous donne les clés pour une santé optimale en toute simplicité. Je m'appelle Marina et je suis naturopathe. Suite à des soucis de santé non résolus par la médecine classique, je me suis intéressée aux médecines traditionnelles naturelles. Grâce à mes apprentissages et mes expériences personnelles, j'ai enfin eu les réponses à mes questions. Aujourd'hui, je souhaite donc partager mes connaissances pour aider les personnes qui se sentent perdues face à leur santé ou leur alimentation. Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à manger mieux sans frustration grâce à mes conseils, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie car la pleine santé se trouve entre vos mains. Avant d'entamer cet épisode, je vais vous partager l'avis du jour qui a été laissé par Clara Slow Lifestyle qui me dit « Génial ! Marina nous propose un réel contenu synthétique, fourni et clair. La voix est posée, agréable, enjouée. Merci beaucoup pour le travail fourni pour nous éclairer. » Bien, merci à toi Clara d'avoir pris de ton temps pour m'écrire ce commentaire, cet avis qui me donne à chaque fois encore plus envie de continuer ce que je vous propose, ce que je partage au quotidien avec vous. C'est très très important pour moi, donc je tiens vraiment à chaque fois à vous remercier. Ça peut paraître redondant au fur et à mesure des épisodes, mais c'est vraiment sincère. Je suis très très honorée de voir que moi, à mon petit niveau, à mon humble niveau, je puisse vous permettre de voir les choses sous un angle différent qui peut vous améliorer un petit peu votre quotidien ou voilà, juste des petites prises de conscience, c'est déjà énorme pour moi. Donc merci beaucoup de m'avoir écrit ce commentaire et de me soutenir au quotidien. Voilà, merci. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial parce que je ne suis pas toute seule, je suis avec une invitée qui est Amandine Lescuyer, plus connue sous le nom de French Fitness Lab sur les réseaux sociaux. Ça devrait changer d'ici peu, elle m'a dit en tout cas. Mais voilà, pour l'instant, on peut la retrouver sous ce pseudonyme. Donc c'est une coach que j'apprécie énormément. C'est une femme que j'admire beaucoup par les valeurs qu'elle véhicule, par son message, par sa vision, son approche de l'activité physique, du sport en règle générale. Et c'est vraiment pour ça que je voulais qu'elle intervienne sur le podcast pour nous parler de tout cet aspect de l'activité physique, qui est un pilier fondamental dans la santé. J'en avais déjà parlé dans les piliers de la santé. Le fait d'être en mouvement, etc., c'est quelque chose de très important. Elle va nous en reparler. Donc vous verrez, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé donc d'activité physique, d'alimentation. On a fait aussi un petit, pas mal d'apartés. Et ça, je vous le mettrai en épisode bonus. Donc là, cet épisode-là, il sera vraiment réservé à l'activité physique, la santé, etc. Et après, je vous ferai un petit épisode bonus supplémentaire. Et je tenais d'avance à m'excuser parce que j'ai tendance à parler très rapidement quand je suis en interview. Parce que je suis tellement en fait dans mon état passionné, je suis en plein échange, donc je ne me suis pas en train de mesurer, de savoir si je parle suffisamment calmement, si j'articule correctement. Je suis tellement à fond dans mon moment que je pense plus du tout au fait que je suis en train d'enregistrer un podcast. Donc je m'en excuse d'avance. Voilà, ça sera pas la limpidité dont vous avez l'habitude. Donc je vais parler un petit peu vite, ça va être un petit peu, ça va changer un petit peu. Mais voilà, ça sera comme ça à chaque fois quand je ferai des interviews parce que j'aime vivre le moment présent et me préoccuper surtout de ce que je vis. Et l'essentiel, c'est le message de l'invité. Et là, c'est Amandine aujourd'hui. Donc l'essentiel, c'est que tout soit bien clair, que le message passe. Voilà, donc c'était juste un petit disclaimer, histoire de vous préparer un petit peu à l'avance. Et maintenant, je vous laisse avec l'épisode. Bonjour Amandine. Hello Marina, je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. Alors moi, pareil, je suis très honorée de te recevoir. T'es une des femmes que j'admire vraiment sur les réseaux par son authenticité, ton travail. Et en plus, j'aime beaucoup ta philosophie, les valeurs que tu prônes, etc. Donc c'était vraiment logique pour moi que je t'invite pour ce sujet sur le podcast. Merci beaucoup. Alors, du coup, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît ? Donc moi, je suis Amandine, coach sportive diplômée d'État depuis un peu plus de 15 ans maintenant.
et très très gourmande. Je pense que c'est important de le préciser parce que maintenant c'est quelque chose qui régit une grosse partie de mon travail. Donc j'ai beaucoup travaillé en salle à différents postes, conseillère fitness, animatrice, responsable fitness. Je suis ensuite passée à mon compte en tant que personal trainer, donc coach privé. J'ai exercé pendant un certain nombre d'années, vraiment sur tout type de public, de personnes, de tous âges, hommes, femmes, mamans, personnes âgées, ados. Donc c'était très enrichissant comme expérience et c'est aussi au cours de ces années-là que je me suis énormément formée sur beaucoup d'approches du mouvement différentes, et d'ailleurs je pense qu'on en reparlera un petit peu plus tard dans ce podcast. Donc voilà, je suis allée un petit peu dans toutes les directions que le fitness et finalement la mise en mouvement pouvait proposer. Et puis au fur et à mesure, plus de par mon cheminement personnel, je me suis de plus en plus penchée sur l'alimentation. Alors d'abord la nutrition, évidemment, et puis ça s'est élargi sur le rapport à l'alimentation, l'impact environnemental, éthique, etc. Donc j'ai commencé à vraiment travailler, étudier cette vision très globale de l'alimentation. Autre champ absolument passionnant. Et puis finalement, j'ai commencé à mettre les choses en lien les unes avec les autres. J'étudie et je vais étudier de plus en plus le yoga. Alors, pas nécessairement sa pratique physique, mais vraiment ses fondements, ses enseignements, sa philosophie. Et c'est encore une fois une autre porte que j'ai ouverte en suivant mes intuitions parce que j'en avais besoin à ce moment-là. Et j'y ai trouvé quelque chose qui me parle beaucoup et qui vient compléter finalement tout un aspect psychique et même au-delà qui manquait dans ma pratique et dans mon approche quotidienne de la vie tout simplement. Donc finalement tous ces piliers qui sont en train de se construire et qui finalement je trouve se complètent très bien les uns avec les autres, je leur ai trouvé un petit peu un liant qu'est la naturopathie puisqu'elle reprend vraiment ces piliers-là. Je pense que voilà, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Et donc, je me suis dirigée vers une formation en naturopathie parce que c'était quelque chose que j'avais envie d'explorer. Donc, je la suis en fonction de mes moyens, notamment en termes d'emploi du temps, ce qui est pas toujours évident. Donc, j'avance très, très, très progressivement. Mais j'avance, voilà. Et c'est pour ça que je suis ravie. Moi, j'adore son approche de la naturopathie parce que finalement, il y a plein d'approches différentes. On peut en faire vraiment beaucoup de choses, pas que pour la naturopathie. Mais en tout cas, toi, ton approche est celle clairement qui me parle le plus. Et cette capacité comme ça que tu as à partager énormément d'informations très, très précieuses et à les rendre accessibles, moi, ça me plaît beaucoup. Donc, voilà. Oh, t'es trop gentil, merci. Ça me touche beaucoup parce que c'est vrai que moi j'ai toujours été, je pensais être ne pas assez légitime parce que voilà, ça fait depuis peu que je pratique, que j'exerce. Mais c'est vrai que je pars du principe où le peu qu'on connaît, si on le connaît bien, et vaut mieux le transmettre en fait. C'est vraiment ce qui me motive. J'aime beaucoup le partage et je pense que toi aussi. Je pense que le partage, c'est une deuxième passion. C'est en plus de la passion qu'on a habituelle, le partager avec les gens, échanger, c'est passionnant. Donc ouais. Merci, je suis très contente de savoir que ça te convienne et que ça te plaise en tout cas. Et justement parce que... comme je te suis depuis un moment, je sais qu'avant tu étais dans le milieu équestre notamment, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais je sais que tu faisais les selles, enfin tout ce qui était en rapport avec les selles, voilà c'est ça. Je connais un petit peu parce que moi j'ai fait de l'équitation pendant longtemps avant aussi, et du coup tu t'es dirigée, après t'as arrêté, et tu t'es dirigée vers le sport, le coaching, donc justement qu'est-ce qui a amené ce changement et cette envie d'aller vers ce domaine-là? Alors, un pur hasard, voilà. Mais vraiment, j'étais très petite et de par mon vécu, je me suis réfugiée dans le monde du cheval et surtout auprès des chevaux plus que dans le monde du cheval en fait. J'avais besoin de ce contact-là, ça m'a toujours énormément touchée et ça m'a toujours passionnée d'interagir avec ces animaux qui sont absolument incroyables, qui ont une sensibilité hallucinante. Et une résilience incroyable d'ailleurs quand on y pense. Et depuis petite, j'ai passé, c'était mon refuge, ça me sécurisait. Et
Et du coup, j'en suis venue à l'équitation, mais finalement, c'est pas l'équitation qui m'a menée aux chevaux, c'est le fait de vouloir être en contact avec les chevaux qui m'a menée à monter à cheval parce que c'était un petit peu la seule option qu'il y avait. Et du coup, j'ai un peu tout fait dans l'équitation, de la compétition, du spectacle équestre, mais quand même, au fur et à mesure, j'ai beaucoup plus voulu tendre vers la communication avec les chevaux, l'éthologie, donc l'étude du comportement des chevaux, enfin des animaux, parce que l'éthologie, mais en tout cas l'éthologie équine, et puis voilà, tout ce qui était un petit peu plus global autour du bien-être aussi animal, notion qui s'est développée au fur et à mesure et qui fait que j'ai quitté le milieu de l'équitation. À côté de ça, moi je suis très créative, je suis très manuelle et j'aime fabriquer des choses, j'aime concevoir des choses dans ma tête et ensuite les concrétiser physiquement. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Et du coup, la sellerie était... Enfin, moi, j'ai découvert ça. Ça a été une révélation. J'étais en pleine remise en question parce que j'avais décidé de quitter le système scolaire qui ne me convenait pas, qui convenait pas à ma situation actuelle, enfin du moment. Voilà, j'étais pas en échec scolaire, mais je fitais pas du tout. En fait, déjà à cette époque-là, je ne supportais pas ce système qui met un petit peu trop à mon goût les enfants, les ados dans des cases, mais c'est un autre débat. Toujours est-il que bon, à 16 ans, il faut quand même après trouver quelque chose à faire et j'ai découvert l'artisanat, donc la sellerie harnachement, complètement par hasard. C'est finalement quand j'y repense, ma vie est un peu un enchaînement de heureux hasards ou de synchronicité. Et j'ai décidé tout de suite d'entamer mon apprentissage, chose pas simple du tout parce que j'habitais à Toulouse. J'avais trouvé un maître d'apprentissage à Toulouse, sauf qu'il n'y avait pas d'école à Toulouse. Il n'y avait rien du tout. C'est un métier, déjà à l'époque, il existait quasiment plus. Maintenant c'est encore pire. Et du coup, ça a été 2 ans de va-et-vient entre Cholet, La Roche-sur-Yon et Toulouse. Et entre le centre d'apprentissage, une autre partie de l'école et mon maître d'apprentissage, et finalement ça a été riche en enseignements. J'ai adoré ce métier. Sauf que je me sentais pas, en fait, à la fin de mon apprentissage, j'avais tout juste 18 ans, je me sentais pas du tout d'ouvrir ma sellerie, j'avais pas les épaules pour, j'avais pas la maturité pour. Donc, petite phase de perdition, et j'ai découvert complètement par hasard le fitness, pour lequel j'avais énormément d'a priori, hein. J'étais artisan et je venais du milieu du cheval, donc clairement, le fitness... qu'est-ce que c'est à part des nanas en body qui leur rentrent dans les fesses, qui font de l'aérobic. Enfin, moi, j'avais cette vision-là, quoi, vraiment. C'était hyper péjoratif, la vision que j'avais. Et donc, il y avait voilà cette chaîne, cette enseigne qui s'appelle Euphorie, qui a fermé d'ailleurs depuis, qui avait des campagnes de com assez agressives où ils étaient partout en train de distribuer des flyers. Donc évidemment, j'en ai pris un, c'était les portes ouvertes. Je me suis retrouvée à suivre un cours de body pump. Ah oui, le fameux. Et voilà, le fameux body pump qui m'a laissé des courbatures dont je me souviens encore aujourd'hui. Et alors que j'étais plutôt sportive parce que le milieu du cheval, s'occuper des chevaux, travailler dans des écuries, faire du spectacle équestre, je faisais de la voltige équestre, de la voltige cosaque. Voilà, donc je suis plutôt casse-cou, mais là ça m'a laissé des courbatures incroyables. Et alors je me suis tout de suite inscrite parce que je me suis dit, je savais pas quoi faire, donc je me suis dit autant m'inscrire, ça me fera du bien déjà, ça me fera sortir de chez moi. Et très vite, je suis tombée amoureuse du statut des profs de fitness. Je me suis dit, mais c'est génial de réussir à faire bouger les gens, de s'éclater comme ça, de transmettre ça. Et moi, ça avait vraiment généré un déclic en moi, un amour déjà du mouvement et de la dépense physique que je n'avais pas du tout avant, parce que le monde du cheval, c'était complètement autre chose. Et donc très vite, j'ai décidé de me préparer pour les concours d'entrée au Krebs. Je me suis entraînée comme une acharnée pendant quasiment 1 an. Ouais. Et c'est comme ça que ça a démarré. Ok, super. Alors du coup, maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans la thématique du jour, qui est l'activité physique, l'activité sportive, comme on veut. Et justement, je voulais savoir quels sont les bienfaits, en fait, de l'activité physique. Et pas forcément que le sport, parce qu'on a tendance à mettre tout dans la même chose, alors qu'on peut faire l'activité physique sans que ce soit du sport. Pourquoi c'est quelque chose qui est vraiment primordial dans notre santé. Nous on le voit en naturopathie, l'exercice physique est très très important et que ce n'est pas quelque chose réservé pour les personnes qui veulent juste perdre du poids, prendre du poids ou se dessiner à avoir un certain type de corps. Alors
Déjà, je me dis, c'est fou à notre époque à quel point on s'est détaché finalement de ces besoins primaires qui sont censés être absolument naturels et qu'on a besoin maintenant de codifier ou pour lesquels on a besoin de trouver des raisons, comme tu viens de le dire. Maintenant, le sport s'est assimilé pour les adultes à prise, perte de poids ou parce que le médecin a dit qu'il fallait bouger. Et si on voit l'image un petit peu plus en grand, encore une fois, si on agrandit un petit peu le spectre, qu'on regarde un petit peu au niveau de notre évolution, on se rend compte déjà que on n'est pas sédentaire du tout à la base. Donc tout notre système est conçu repose sur le mouvement parce qu'on était en mouvement permanent. C'est ce qui nous a permis finalement de coloniser un petit peu toute la Terre, de survivre et notre système est optimisé pour ça. On a besoin de bouger et le problème, c'est qu'on s'est ultra sédentarisé et que on n'a pas eu le temps de s'adapter, notre organisme n'a pas du tout eu le temps de s'adapter parce qu'à l'échelle de l'évolution humaine et du vivant, clairement, notre temps de sédentarité et d'ultra-confort, il est peanut cacahuète. Voilà. Et donc, c'est ultra nocif, hein. Je pense, ça fait partie des maux les plus importants et ravageurs de nos civilisations modernes. Et cette sédentarité, elle est encouragée à tous les niveaux, que ce soit dans notre travail, où finalement alors je mets de côté tout ce qui est travail physique, mais qui tend à être de plus en plus limité parce que tout, même au niveau de l'agriculture, tout est de plus en plus automatisé. Mais bon, je le mets quand même à part parce qu'il y a quand même un monde entre un agriculteur et une personne qui bosse sur son bureau 8 heures par jour. Voilà, il y a quand même un monde. Donc là, évidemment, je m'adresse plus aux personnes dont l'emploi, en plus, ou le quotidien est sédentaire. Et bouger, en fait, c'est juste replacer le mouvement à sa juste place, par intérêt pour notre santé, par intérêt pour notre intégrité physique, mais aussi notre bien-être mental, parce qu'on en a besoin. On a besoin de faire circuler cette énergie, d'oxygéner nos muscles, d'activer notre respiration, de s'oxygéner. En fait, je parle des muscles, mais c'est l'intégralité de l'organisme qui en a besoin. On sécrète des hormones, des neurotransmetteurs qui ne sont sécrétés que par ce mouvement. On en a besoin, c'est la vie. Le mouvement, pour moi, c'est la vie. Alors, il y a d'autres choses évidemment, mais vraiment, le lien, il est simple, il n'est pas compliqué. Donc, bouger, ça ne devrait pas être une contrainte, ça ne devrait pas être en tout cas, prioritairement, un moyen pour maigrir, grossir, se muscler. Bouger, ça devrait être une base, en fait. Voilà, c'est tout. C'est un besoin primaire et il est hyper important de le remettre à sa place. Ok, super. Merci beaucoup parce que franchement, c'est vrai qu'on a tendance à voir dans la société des personnes qui, on va dire, vont donner cette importance à l'activité physique que quand elles ont un objectif précis et pas forcément en tant que... mais comme l'alimentation finalement, parce que manger sainement, on va dire, c'est pour maigrir ou parce que si, parce que ça, mais sans prendre en considération que c'est un pilier fondamental de la santé. Et c'est pas quelque chose dont c'est une option, en fait, non, c'est quelque chose qui est vital, dont on a besoin, on est créé, on est fait pour ce genre d'alimentation, ce genre d'activité. Et c'est vrai que c'est important de le rappeler, parce que aujourd'hui, le fait de voir ça comme un plus, malheureusement, on va le mettre en option dans sa vie, et on va pas l'intégrer forcément dans son quotidien, alors que c'est important. Et beaucoup, justement... Alors il y a une différence entre ne pas trouver le temps et ne pas prendre le temps. Voilà, c'est deux choses différentes. Mais ne serait-ce que de prendre quelques minutes par jour, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que si je fais pas 1h30 tous les jours, ça veut dire que ça sert à rien. Et je leur dis à chaque fois, moi en consultation, je leur dis mais non, la moindre petite activité physique, même si c'est de la marche que vous intégrez en plus, c'est déjà ça de prix. Ouais, et ça, totalement. Beaucoup en fait se mettent soit c'est parfait, soit c'est rien. Ouais. Mais le entre-deux, non, il n'existe pas. Et alors que non, et c'est ça que tu partages toi souvent, et c'est ça que j'aime beaucoup. Parce que des fois, ça peut être culpabilisant. Oui, alors faut faire tant d'activités. Ça, j'aime beaucoup. À chaque fois, tu le précises. Toi, c'est ton métier. Ouais. C'est ton domaine, c'est ton métier, c'est normal. Tu vas peut-être avoir un corps, on va dire, peut-être plus athlétique, parce que c'est quelque chose, c'est ton travail. Donc, c'est tout à fait normal. Et il y a des personnes qui vont penser
qu'elles doivent, pour avoir une bonne activité physique, elles doivent faire comme toi ou comme telle personne sur les réseaux ou autre, et que si c'est pas comme ça veut dire que c'est pas correct. Mais non, en fait, la plupart des gens ne sont pas coachs sportifs, ont une autre activité à côté, sont mères au foyer ou autre, et n'ont pas forcément le même rythme de vie. Et ça, c'est génial parce que tu le rappelles très régulièrement, et je trouve que c'est hyper déculpabilisant, et c'est super. Franchement, c'est vraiment super. Ah, je suis ravie. Alors du coup, parce que je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur justement, cette histoire de mouvement, d'ailleurs tu nous parles de plus en plus de la mobilité aussi, de la posture, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important même dans la santé, parce que souvent on voit une personne qui a une mauvaise posture, il y a quelque chose derrière au niveau de la santé, au niveau du psychique, au niveau de plein de choses, et justement aujourd'hui je sais que ton rapport à toutes ces choses-là a beaucoup évolué, et je voulais avoir ta vision sur ce qu'est le mouvement, la mobilité, toutes ces choses-là. Ça libère beaucoup de choses. Alors, il y a plusieurs niveaux, évidemment, d'analyse et d'interprétation de ce que ce mouvement, cette amélioration de la mobilité, de la posture peuvent apporter. Mais déjà, d'un point de vue ultra pragmatique, une posture fermée, une posture limitée. Alors, déjà... En fait, c'est à double sens, mais un petit peu comme tout, hein, n'est-ce pas? Comme la tête et le ventre, comme beaucoup de choses. C'est à double sens, c'est-à-dire qu'une posture limitée, fermée, ça peut témoigner effectivement de blocage, de choses, de conditionnement, de l'ordre du psychique, du vécu, qui effectivement ont mené à cette posture. Ça, je l'ai vu énormément en coaching, énormément. Le truc, c'est qu'après, cette posture va continuer à encourager... En fait, une posture limitée, c'est des tensions, c'est un inconfort physique constant, c'est des douleurs, c'est une capacité respiratoire limitée, c'est beaucoup d'échanges qui sont limités. Et du coup, ça va encore plus accentuer... un mal-être plus ou moins latent, plus ou moins conscient, psychique aussi. Donc en fait, ça va dans les deux sens. Alors parfois, effectivement, la posture est venue par un besoin de se renfermer, de se protéger. C'est très très fréquent. Mais également, à l'inverse, une posture peut avoir été très très mal entretenue depuis le plus jeune âge parce que mauvaises habitudes posturales tout simplement, et engendrer des limitations notamment respiratoires qui vont commencer à générer du stress, etc. Donc ça va vraiment dans les deux sens. Et puis déjà donc rien que pour ça, je pense que c'est une bonne raison de retravailler un petit peu sa posture, sa mobilité. Et puis il y a cette énergie, on est constitué d'énergie, hein, le fameux vide qui constitue nos cellules, il est loin d'être vide, c'est de l'énergie, et cette énergie, il faut qu'elle circule. Et quand on est bloqué, quand on a des limitations, cette énergie ne circule pas. Voilà. Donc effectivement, ça a un impact sur l'intégralité de notre être, sur notre confort mental, mais bien au-delà. Il faut vraiment prendre conscience du fait que tout soit lié, et que ce que vous pouvez ressentir dans votre tête, ça peut venir du corps, et ce que vous pouvez ressentir dans votre corps, ça peut venir de votre tête. Ça passe dans les deux sens, et c'est pas soit l'un soit l'autre. Donc voilà, c'est cette reconnexion globale, moi, que je trouve très très importante. Et donc oui, travailler sur sa posture, outre le fait qu'en plus ça puisse permettre d'améliorer un bien-être physique au quotidien qui est totalement concret, totalement palpable et vérifiable très rapidement. Parce qu'en plus, mais il y a rien de plus facile que d'améliorer sa posture et sa mobilité. C'est une des choses les plus satisfaisantes, en plus en tant que coach, à mettre en place chez quelqu'un, parce que contrairement à du gain musculaire ou de l'amélioration de la performance, des choses comme ça, l'amélioration de la posture, les bienfaits sont ressentis très vite. Oui. Et visuellement, ça se voit aussi très vite. Et ça, c'est génialissime. Mais voilà, donc au-delà de ça, et du fait que ça puisse aussi potentiellement protéger des blessures, quand on a une pratique physique ou pas d'ailleurs, hein.
Parce qu'on les connaît, les lumbagos, des personnes qui se sont juste baissées pour ramasser un truc. Oui. Voilà. Au-delà du fait que ça améliore le confort physique, que ça puisse... un truc tout bête, quelqu'un qui est constamment avec les épaules projetées en avant et la nuque complètement comprimée, c'est une personne qui peut être sujette aux migraines et qui comprend pas pourquoi elle a des migraines et qui va chez son toubib qui va lui dire de prendre ceci, cela, de faire plein d'examens, sauf qu'à aucun moment, personne ne s'est dit que peut-être que la posture pouvait avoir un impact dessus. Voilà, par exemple. Exactement. Ou la capacité respiratoire limitée. Enfin, voilà, il faut reconnecter ça. Et le mouvement est un formidable outil pour ça. Ouais, franchement, tu l'as très très bien décrit. Et c'est vrai que hier, je parlais encore de ça avec des praticiens de... J'en avais parlé justement en podcast de Chin et Tsang. Et ils sont très axés sur le mouvement et l'impact du mouvement sur la santé, justement. Ils disent des simples choses, mais des fois, on est bloqué, la respiration est bloquée parce qu'on a une mauvaise posture, effectivement. Tu peux avoir aussi, et ça c'est fou, mais c'est une réalité, le bassin, la praticienne qui m'a reçue, elle m'expliquait, mais en fait, quand on débloque toute la partie du psoas, etc., même au niveau des tensions émotionnelles, le fait de travailler là-dessus, elle dit, mais j'ai retrouvé un bassin qui est tellement fluide. Elle dit, mais normalement, naturellement, on devrait toutes et tous avoir cette fluidité au niveau et cette mobilité au niveau du bassin. Et c'est toutes ces tensions émotionnelles, le vécu, les traumas, après le stress, etc. En plus, voilà, de tout ce qui va être sédentarité et tout, qui vont progressivement bloquer. Et forcément, ça, comme tu l'as dit, c'est dans les deux sens. Donc ça impacte aussi après sur notre santé psychique, en fait, c'est un cercle vicieux. Totalement. Ça peut être un cercle vicieux et inversement un cercle vertueux en fonction de comment tu l'entretiens. Et justement, c'est ça que je voulais savoir. Comment tu as relié ton activité sportive? De plus en plus, tu as commencé à parler de nutrition avec les fameux Vegilicious. Donc moi, je les ai tous, évidemment. Moi, je les ai tous. Hein. Donc je kiffe. Et à chaque fois, d'ailleurs, qu'on me demande plein de recettes, j'invite je les réoriente sur ta chaîne YouTube. Parce que justement, tu fais des recettes qui sont, franchement, il faut le dire, délicieuses, qui donnent envie et qui sont déculpabilisantes. Et donc, comment t'es venue à ce lien sur la qualité de ton alimentation et pas sur la quantité qu'on voit beaucoup chez les sportifs? Alors, je suis partie effectivement de cette fameuse considération de la quantité, puisque je suis issue du milieu du fitness. Donc évidemment, et surtout il y a encore quelques années, c'était la norme. Il y avait les macronutriments et c'est tout. C'est ça. Voilà. Le reste n'existait pas. Clairement, c'était ce qu'on appelle dans le milieu du fitness de la bro science, mais puissance 1000. Voilà. Ouais. Donc ouais, j'ai étudié à peu près tous les régimes existants. J'en ai adhéré à plus ou moins certains selon mes affinités avec eux, clairement, parce que c'est ce qui m'a aussi permis de construire mon expérience sur le terrain, parce que du coup j'ai testé quelques petites choses quand même sur moi, mine de rien, mais quand même, et ça je suis assez contente d'avoir réussi à préserver ça en tant que coach, toujours avec un recul et une neutralité sur ce que moi je découvrais, ce que j'expérimentais et les connaissances empiriques que j'avais, et je pense que c'est ce qui m'a permis de pas faire trop d'âneries, notamment avec mes clients. Alors j'en ai fait avec moi, mais pour le coup j'en ai pas fait avec mes clients, même en ayant un niveau de connaissance beaucoup plus bas que maintenant, et ça j'en suis très très heureuse, parce que je pense que j'ai quand même toujours préservé cette éthique de travail et ce recul nécessaire pour pas jouer à l'apprenti sorcier avec mes clients. Et ça je trouve ça absolument déplorable, parce que bon là je vais un peu tirer à boulet rouge sur certaines personnes de la profession, mais malheureusement je vois beaucoup de coachs jouer aux apprentis sorciers avec leurs clients, et ça c'est dangereux. C'est très dangereux, ça a des conséquences sur le long terme, sur le rapport à la nourriture de beaucoup de personnes, et ça c'est dramatique. Donc voilà, bon, ça c'était pour la petite parenthèse. Mais moi de mon côté, effectivement, je me suis beaucoup documentée. En fait là, et c'est marrant parce que je vais écrire dessus aujourd'hui justement, l'alimentation c'est quelque chose mon alimentation c'est quelque chose qu'on m'a ôté pendant certaines parties de ma vie. Parce que j'ai un père biologique qui, lui, est rentré, a suivi des dogmes et une secte en particulier qui avait un rapport très codifié à l'alimentation. Et du coup, j'en ai énormément souffert et ça m'a démunie d'une grosse partie de mon apprentissage alimentaire, ma découverte des aliments.
puisque ça s'est passé durant mon enfance pendant un certain laps de temps. Et du coup, j'ai eu très vite une relation qui n'était pas la mienne, déjà à la nourriture, et complètement distordue. J'ai fait un mélange d'anglais et de français, mais je pense que c'est assez approprié. Et finalement, je me rends compte que toutes ces années-là, elles m'ont permis de me réapproprier mon alimentation. Et qui plus est, en ayant fait un travail personnel qui m'a permis de me libérer de beaucoup de liens émotionnels que j'avais, qui s'étaient construits par mon passé, ça m'a permis vraiment de prendre des décisions et d'aborder l'alimentation de manière complètement alignée avec mes valeurs. Et ça, c'est ce qui a fait une différence énorme, parce que mes connaissances, je les ai construites, voilà, je suis diplômée depuis plus de 15 ans maintenant, je les ai construites dès l'étude même du brevet d'État, parce qu'en plus à l'époque c'était quand même beaucoup plus poussé que maintenant, le contenu nutrition, parce que maintenant ça vole pas très très haut, mais voilà, je n'ai pas cessé d'étudier, d'enrichir mes connaissances, d'aller chercher à droite à gauche du bon, du mauvais. Mais ce qui a vraiment fait la différence, ça a été de moi m'aligner avec mes valeurs. Et ça, j'ai pu le faire en ayant réussi à me détacher de certains liens avec mon passé, et donc en me réappropriant mon alimentation. Et c'est ce qui fait que maintenant, là où avant, bon, en plus il y a le côté rapport au corps qui est quand même un peu compliqué dans le fitness, et encore une fois il y a quelques années c'était pas comme maintenant, c'est-à-dire qu'il y avait des standards dans le fitness, mais qui étaient totalement surréalistes, qui n'étaient pas réels d'ailleurs, mais qui étaient la norme. Donc moi c'est à ce moment-là que j'ai commencé, donc je parle de quelque chose enfin ça date d'il y a 3-4 ans, hein, c'était pas non plus il y a 10 ans quoi. Mais c'est quelque chose qui m'a poussée, quand moi j'ai commencé à être confrontée aux réseaux sociaux, parce que j'y suis arrivée assez tardivement, c'est quelque chose qui m'a poussée à vouloir modifier mon corps, à l'accepter de moins en moins tel qu'il était, et du coup à me servir de l'alimentation de plus en plus à ces fins-là, pour ces fins-là, donc pour modifier mon corps. Donc là on est vraiment dans le schéma classique qui est encore très très présent chez beaucoup de personnes. Et là où finalement, ce qui a été assez chouette, c'est que j'avais pris parti de le partager, ça. Ce qui permet du coup d'avoir toute une traçabilité de toute cette évolution de mon rapport à l'alimentation. Je trouve ça cool, hein, pour les archives, c'est vachement bien. Mais effectivement, j'étais dans ce schéma-là où je voulais ressembler à une poupée Barbie, alors que je n'ai pas du tout la physionomie pour. Et puis, je me servais de l'alimentation pour ça. Donc, j'ai fait une préparation pour une compétition bikini que j'ai faite. Hein. J'ai atteint un niveau de... Je me rappelle, j'ai vu la vidéo. Ah là 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 là. J'ai atteint un niveau physique de sèche naturelle. Ça, c'est important de le préciser aussi. Ouais. Et pour mon âge, parce que j'avais déjà plus de 30 ans, que je n'atteindrai plus jamais dans ma vie. Je pense que si je l'atteins aujourd'hui, c'est parce que je suis malade, en fait, clairement. Oui. Parce que mon corps était malade et ma tête était malade, parce que j'avais bâti un rapport ultra toxique à l'alimentation. Donc voilà. Et puis finalement, ce qui a permis... Alors, ce qui est marrant, c'est que cette préparation, cette sèche très restrictive, j'ai quand même voulu la faire moi-même, donc sans être coachée ni quoi que ce soit, parce que je voulais quand même intégrer ce côté le plus possible, en tout cas, abondance, si tant est qu'il est possible de parler d'abondance sur une sèche de plus de 6 mois. Mais voilà, je voulais j'essayais quand même déjà de trouver un juste milieu, parce que je savais que juste déjà, pour moi, c'était pas possible de faire un truc ultra restrictif comme le faisaient d'autres nanas. Je voulais aussi montrer ce qu'il en coûtait et le temps que ça prenait d'atteindre en tout cas un taux de masse grasse relativement bas chez une personne normalement constituée, avec un métabolisme on ne peut plus banal, surtout je pense que le mien tournait un peu au ralenti à l'époque en plus. Mm-hmm. Et ça vraiment je voulais le partager, et puis naturel évidemment, ça c'est très important. Oui, et ça je voulais le montrer parce que déjà j'avais cette volonté là de montrer aux nanas surtout que non, c'est pas magique, c'est pas un mois à s'affamer en mangeant à peine la moitié de ses besoins nutritionnels que le corps allait changer de manière absolument magistrale. Ça allait juste faire plus de dégâts qu'autre chose. Mais voilà, c'est vraiment après tout ce processus-là que déjà j'ai pris une grosse claque, parce que j'en suis sortie avec des troubles du comportement alimentaire qui étaient sous-jacents avant, de par mon passé de petite enfance, qui là se sont décuplés, parce que moi je suis quelqu'un qui ne supporte pas la faim, parce que j'y ai été
beaucoup confrontée et se lier à des émotions extrêmement négatives en plus. Donc je ne supporte pas la faim qui se manifeste de manière très physique chez moi. Donc c'est ça peut être très handicapant. Donc effectivement, ça a généré un rapport très compliqué à la nourriture, des crises d'hyperphagie hallucinantes. Voilà, j'étais rentrée dans ce process-là. Et puis j'avais en fond cette espèce de paradoxe entre mes idées éthiques, environnementales et ma manière de m'alimenter. J'étais en pleine dichotomie, j'étais pas alignée. Ouais. Et finalement, ce qui a complètement crevé le ballon, parce que je l'imagine vraiment comme un ballon qui, voilà, comme ça, parce que ça a été aussi rapide que ça. Ça a été de me réaligner avec ces valeurs et ça faisait longtemps en fait que je voulais plus manger d'animaux, que je voulais plus partager en tout cas la manière dont on exploite les animaux. C'est pour ça d'ailleurs que je suis pas végane, c'est-à-dire que moi concrètement des populations qui chassent pour se nourrir parce qu'elles n'ont pas d'autres ressources. Alors je pense pas nécessairement aux Européens, aux Américains. Oui, bah oui, non, bien sûr. Voilà, des personnes qui chassent parce que ça fait partie de leurs ressources naturelles. Moi, je suis pas choquée par ça. Je j'irai jamais à l'encontre de ça. Voilà. Par contre, effectivement, un système globalisé comme on a nous, où les animaux sont élevés comme du matériau dénué de sens. Moi, je ne peux pas cautionner ça, et ça faisait longtemps. Et paradoxalement, j'avais une alimentation ultra carnée, ultra riche en produits animaux. Donc déjà, qui me faisait pas du bien, parce que j'étais une inflammation ambulante. D'ailleurs, ça s'est vu beaucoup sur ma peau, la transition d'ailleurs. Et puis voilà, j'étais pas alignée, et je pense qu'il y avait un énorme conflit intérieur qui bloquait beaucoup de choses. Du coup, j'ai fait ma transition du jour au lendemain. Parce que mon mec m'a dit, mais quand même c'est bizarre, on avait énormément de discours, enfin on en a toujours des discussions sur l'environnement, sur la planète, etc. Le vivant, l'humain, l'animal. Et il me dit, je comprends pas pourquoi tu manges de la viande toi, parce qu'en fait ton discours, il a pointé ce truc-là, et j'étais interloquée, je savais pas quoi lui répondre. Et je me suis rendu compte que ce qui me bloquait, c'était encore une fois ce fameux père biologique qui avait pris cette voie-là plus tardivement dans sa vie et que je ne voulais absolument pas suivre. Et puis finalement, c'est à ce moment-là que je me suis approprié mon alimentation et que j'en ai découvert toute la diversité et notamment tous les bienfaits qui pouvaient en découler, bien au-delà de la seule valeur calorique des aliments. Et c'est là que ça a commencé à devenir absolument formidable et passionnant. Du coup, je voulais revenir là par rapport à l'activité physique. Quel genre d'activité physique tu recommanderais plus particulièrement pour les personnes? Donc là, on va parler plutôt pour les personnes qui ont fait un burn-out, parce que moi, ça me touche personnellement, vu que j'en ai fait un il y a 1 an. Et étant moi-même avant très très sportive, moi c'était plus dans les arts martiaux, je faisais beaucoup d'arts martiaux. Et ensuite, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes aussi que j'ai en consultation, et qui ont fait un burn-out, ou qui ne le savent pas mais qui sont en burn-out, et qui du coup ont du mal après à reprendre une activité physique sans se blesser, que ce soit au niveau psychique ou au niveau du corps tout simplement. Donc qu'est-ce que tu recommanderais pour ces personnes? Alors, elle est géniale ta question. Elle est absolument géniale. Merci. Et c'est tellement important, t'as raison. Il y a une chose qui commence à être de plus en plus connue et heureusement est prise en compte, c'est cette notion de charge mentale qui notamment peut mener au burn-out dans les cas les plus extrêmes, mais qui est souvent très latente sans qu'on s'en rende compte, et bien avant de mener au burn-out, et qui est hyper préjudiciable en fait pour le bien-être, pour la santé. Et ça, on a 2 choix. Soit effectivement, le fait de faire du sport devient une charge mentale supplémentaire couplée à une charge physique. C'est-à-dire que ça va fatiguer, ça va pomper de l'énergie, et en plus c'est quelque chose qu'on s'impose parce qu'on s'est imposé ça dans sa discipline de vie. Donc c'est une charge mentale et ça devient une tâche au même titre que toutes les autres tâches à accomplir dans la journée. Ça, c'est le meilleur moyen pour accélérer le processus qui mène à un burn-out total et à une blessure. Voilà. Ça, c'est la première option qui touche énormément de personnes. Deuxième option, déjà, ça va être de commencer à envisager le mouvement comme quelque chose d'extrêmement positif pour le corps et pour la tête. Et déjà, juste ce changement de perception, il change beaucoup de choses dans notre approche.
parce qu'il va déjà conditionner la manière dont on va l'appréhender, dont on va le planifier dans notre journée, dont on va l'accueillir dans notre journée. C'est plus une tâche, c'est un moment qu'on s'octroie à soi pour se faire du bien. Et le mouvement, même si concrètement et de manière très très pragmatique, ça brûle de l'énergie, déjà le corps il en a pas mal, donc normalement ça va. Le cerveau en pompe considérablement plus du glucose par exemple, mais ça permet aussi de s'énergiser et de remettre la machine en route. C'est-à-dire qu'on ramène de l'oxygène dans les muscles, on active la pompe cardiaque, on étire le diaphragme, on lubrifie les articulations, c'est absolument génial. On active la circulation sanguine et tout ça, c'est extrêmement bénéfique et c'est pas quelque chose qui va drainer de l'énergie. Et ce genre de mouvement, on peut le trouver dans à peu près n'importe quelle pratique. Finalement, ça va être la manière dont on va la faire. Donc, pour certaines personnes, ça va se traduire par juste sortir de chez soi, aller marcher, juste ça. Parce que on a tendance à se dire ouais, mais marcher c'est pas une activité physique. En fait, c'est la base de l'activité physique de marcher, donc on en a besoin. Donc déjà, si on n'est pas capable de faire ça, ça sert à rien de se planifier des séances à la maison. Déjà, on commence par marcher, sortir de chez soi, et on n'attend pas qu'il fasse beau pour sortir de chez soi. On n'est pas en sucre. C'est pareil, mais le froid, ça va stimuler des sécrétions d'hormones, de neurotransmetteurs qui sont très bénéfiques. Et puis notre système immunitaire aussi, c'est pareil. Hein, on n'est pas fait pour se mettre dans une petite couette jusqu'à ce qu'il fasse un petit peu plus chaud. Non, on a besoin de s'exposer. On est fait pour ça. Hein, et petite pensée pour nos cousins néandertals qui vivaient par des températures qu'on serait incapable de supporter avec une polaire Quechua. Je sais pas s'ils en font, mais voilà. On est fait pour ça, donc qu'il pleuve, qu'il vente, déjà juste le fait de sortir de chez soi, et qui plus est quand on a une activité ultra sédentaire, qu'on est enfermé à la maison, ou en plus, là je pense au télétravail, mais ça peut être au bureau, mais là je pense à la maison parce que c'est le cas de beaucoup de personnes, mais où en plus la charge mentale est présente partout parce qu'on est dans un environnement où on a 150 000 trucs à faire, où le perso, le pro est lié. Donc c'est encore plus pervers que d'être dans un bureau et ensuite de sortir de son bureau, ça y est, c'est fini, on a laissé le boulot au bureau. Mais dans tous les cas, juste sortir, marcher, moi je trouve, quand on a la possibilité de le faire, que passer ces appels téléphoniques, se mettre systématiquement en mouvement quand on a un appel téléphonique à passer, c'est un super bon exercice. Juste ça. Ou de planifier ses appels téléphoniques lors de sa sortie quotidienne. Et une sortie, c'est comme se brosser les dents. Hein. On peut décider de la faire et d'en faire une habitude. Point. Oui. À un moment donné, c'est classe ce que je vais dire, mais je m'en fous. Il n'y a pas à tortiller. Si on commence à redécouper 150 000 fois la pensée dans sa tête, à se dire ouais, mais si je sors là, mais parce que en fait mes cheveux, et puis après je vais avoir froid, puis là ça fit pas dans mon planning. Ouais, en fait on fait jamais rien. Donc voilà, juste prendre cette habitude de se lever quand on a un coup de fil. Et puis si on peut pas sortir, de se lever chez soi, de lever juste son popotin de sa chaise quand on a un coup de fil. Juste ça déjà, c'est tellement important. En extérieur, c'est encore mieux. Et encore une fois, quel que soit le temps qu'il fait, dans la mesure du possible évidemment, parce que passer sa journée trempée au bureau après, c'est pas franchement l'idéal, mais quand on peut. Et après, juste... En fait, encore une fois, casser ces barrières dont tu parlais au tout début et de se dire que bouger, se mettre en mouvement, ça peut être là, je suis en train de te parler, je peux m'étirer. J'ouvre ma cage thoracique, j'ouvre mes côtes, je peux fermer les yeux pendant quelques instants, placer mes mains sur mes côtes ou sur mon ventre, focaliser sur ma respiration, sur l'étirement de mon diaphragme, de ma cage thoracique. Je peux faire des rotations avec ma tête, je peux bouger mon bassin. Si j'ai une Swiss Ball à la maison ou que je décide d'investir dans une Swiss Ball, ce gros ballon gonflable qui coûte à peu près 10 € chez Decathlon, qui est certes pas des plus esthétiques mais vraiment sympa, et en plus quand on a des invités c'est très rigolo, il y a toujours quelqu'un qui adore rebondir dessus, mais juste de temps en temps, alors je dis pas 8 heures par jour parce que c'est fatigant, mais de temps en temps switcher et s'asseoir sur ce ballon. Justement, on me demandait là en story, mais j'y ai pas répondu parce que j'ai pas eu le temps. Mais j'en profite. Il y a pas de. On me demande quelle est la position idéale sur un Swiss Ball au travail. Bah, c'est juste de poser ses fesses dessus parce qu'il n'y a pas de position idéale. On va bouger en permanence. C'est l'intérêt du ballon. Donc voilà, ces petites choses-là. Et puis, quand on peut, ça dépend un petit peu de l'espace dont on dispose autour de soi, mais quand on a des petites pauses, plutôt que de se ruer sur la machine à café,
si on a envie de café, c'est bien, hein, c'est pas grave. Mais par contre, peut-être avant, faire quelques petits mouvements au sol, se mettre en appui sur ses mains, parce que sinon on va se transformer en tyrannosaure. Clairement, hein, notre mobilité des poignets, notre capacité à nous appuyer sur nos mains, elle est devenue quasiment inexistante. Bientôt, ce sera pareil pour les pieds. Donc voilà, travailler, faire des petites montées de pointe de pied. Et c'est pour ça, moi, que je partage... J'ai plus du tout envie de partager de séances de fitness en ce moment sur mon contenu, parce que je me rends compte qu'il y a une énorme demande là-dessus. Mais moi, je veux toucher les personnes qui n'en sont pas encore là et qui savent qu'elles devraient bouger, que ça leur ferait du bien, ou qui ne le savent même pas encore et qui vont s'en rendre compte au fur et à mesure qu'elles vont commencer à le faire. Et je veux proposer à toutes ces personnes-là de bouger sans cette notion d'effort physique, juste... pour se faire du bien. Et je partage des routines parce que moi, c'est un format, à la base, c'était mes routines personnelles que j'ai décidé de partager là, depuis le début de l'année, la rentrée. Mais ces routines, en fait, et ça, je le martèle, tous les exercices qui les composent, vous les prenez un par un. Il n'y a pas, on n'est pas un orchestre, hein. C'est pas une mélodie que vous allez complètement destroy si vous prenez qu'un seul exercice. Piochez. C'est votre boîte à outils, vous avez des exercices qui vont faire du bien. Ça va vous prendre 2 minutes et vous faites un petit mouvement. Et puis voilà. Et ainsi de suite, tout au long de la journée. Mais voilà, moi, je suis de plus en plus partisane de ponctuer ces journées de mouvement, en fait, de le réintégrer. Plutôt que de faire des séances à proprement parler, même si, alors ça, c'est très bien, c'est un bonus. Mais déjà, à la base, c'est de se remettre à bouger. Ouais, c'est exactement ça, parce que moi, justement, j'ai le programme du Get Stronger. Bon, au-delà du fait qu'avec le confinement, tout ça, forcément, après, c'était un peu compliqué. Mais quand j'avais réessayé, avant le confinement, quand j'avais réessayé les séances, alors qu'avant, je les tenais très bien, et j'essayais parce que je me disais, voilà, c'était le côté charge mentale. J'ai toujours été habituée à faire beaucoup de sport, donc... et j'essayais, et au bout de 10 minutes, ma tête est tournée, je tenais plus, vraiment, mon corps, il me faisait mal, alors que... J'ai fait de la compétition en arts martiaux, donc je pense tenir un minimum les positions, les choses assez cardio et tout. Et pourtant, là, c'était impossible. Et c'est là où je me suis posée, je me suis dit, en fait, là, le corps ne veut plus. Ouais. Il a déjà du mal. Après un burn-out, c'est déjà très difficile, ne serait-ce que de se réveiller le matin. Donc, de commencer à faire des grosses séances, comme tu dis là, en effet, c'est pas envisageable chez certaines personnes. Ou même, sans parler de burn-out, je parle tout simplement de la convalescence dans certaines pathologies, dont il y a après une opération et tout, selon l'opération évidemment. Et bien forcément, le but, comme tu dis, c'est de faire déjà du mouvement. Moi, je sais ce que je faisais beaucoup, c'était les étirements qu'on retrouve beaucoup dans le yoga. Donc, tous les matins, j'essayais de mettre en mouvement parce que je voulais pas perdre, par contre, cette mobilité-là. Et c'est comme ça, en fait, que petit à petit, j'ai commencé à réintroduire. Là, aujourd'hui, je sais qu'encore une séance classique, je peux toujours pas la faire. Alors que je pouvais très bien, mais là, je peux toujours pas la faire. Par contre, et d'ailleurs, c'est ça, là, j'ai vu ton programme express. Tu sais, quand j'ai vu ça, je me suis dit, punaise, mais Amandine, encore une fois, t'as géré. Oh là là, je me suis dit, mais parce que j'ai d'autres projets, comme beaucoup de personnes, tu vois, encore plus entrepreneurs, mais j'ai quand même ce besoin de faire l'activité physique. Là, tu m'as sorti 3 séances par semaine, de 30 minutes maximum. En plus, toi, je kiffe ta manière de fonctionner et c'est ça que je voulais parce que c'est ce qui me manquait, tu vois. Et à la maison, où il n'y a pas besoin de poids, merci. À chaque fois de penser à la séance, il faut que je sorte tout ça du placard, de machin. On ne se rend pas compte, mais des fois, ça peut être... Tu sais, quand t'as pas envie... Quand t'es pas en plus motivé, ça peut complètement te bousiller ton truc, tu vois. Et en plus, j'ai dit, elle nous a rajouté une petite séance, genre mobilité plus tranquille. Puis là, j'ai là, parfait, merci Amandine, c'est parfait. Et c'est ce qu'il faut à la plupart des personnes qui ne sont pas encore dans cette démarche de l'activité physique. Et c'est pour ça, je pense que ce programme, il est génial. Et alors, je l'ai pas commencé, mais je connais ton travail, vu que je suis sur le Get Stronger, je te suis de très près sur les réseaux et tout. Et c'est là où je me suis dit, et les personnes qui m'écoutent, donc vraiment, je pense que c'est quelque chose qui est parfaitement adapté et qui prend en considération la totalité de l'être humain, encore une fois, parce que tu as cette démarche holistique. Et c'est ça que j'aime beaucoup, franchement, donc voilà, c'était pour te faire la petite parenthèse sur le programme express by French Fitness Lab, Amandine Escuyer, voilà. D'ailleurs, French Fitness Lab, va falloir que je change ce nom parce qu'il me correspond de moins en moins.
Ouais. Mais oui. Eh ben écoute, tu le découvriras du coup très vite. Mais c'est vrai qu'en plus les séances là, la deuxième vague de séances que j'ai ajoutées, elles sont même encore un peu plus courtes, un peu plus directes. Je veux vraiment couper tout ce qui peut entraver quelqu'un dans sa volonté de bouger. Donc là, c'est vraiment de la mise en mouvement. Faut que on se mette dedans, que ce soit tout de suite agréable ou fun, selon l'état d'esprit du moment et la séance qu'on a choisie. Mais voilà, j'avais vraiment cette volonté-là et je vais continuer dans cette voie-là. J'ai des gros projets pour l'année prochaine justement pour ça. C'est top. Je veux beaucoup moins. Alors moi j'ai un côté très athlétique parce que j'adore ça, je m'éclate, je fais du crossfit tous les jours, mais ça c'est ma pratique personnelle. Mais maintenant, je veux moins toucher les personnes qui sont déjà à fond fitness, entraînement, parce que j'ai déjà conçu beaucoup de contenu pour le coup là-dessus, et surtout il y a beaucoup d'autres personnes aussi. Mais je veux, parce que ça me parle tellement et que je sens qu'il y a un manque crucial qui pourrait faire tellement de bien à tellement de monde. Je veux que le mouvement retrouve sa place dans le quotidien de chaque personne et se repositionne comme acteur primordial du bien-être et de la santé d'une personne. Et ça, c'est vraiment, pour l'instant, ce que je propose le traduit peu, parce que j'ai pas encore eu le temps de travailler vraiment là-dessus comme je le voudrais. C'est prévu pour l'année prochaine. Mais donc voilà, ça va venir de plus en plus. Ah bah c'est génial. Et tu penses ne pas le promouvoir, mais je peux t'assurer que ça se ressent parce que, encore une fois, et je vous invite les personnes qui écoutent, t'as fait une vidéo YouTube sur la problématique de la motivation qui est hyper intéressante. Et en fait, au quotidien, même si tu te rends pas compte, tu fais comprendre que le mouvement, avant tout, déjà, est hyper important, quel qu'il soit, et que c'est pas forcément de se faire des séances une heure et demie, 4, 5, 6 fois par semaine, avec des charges de 100 kilos pour avoir tel ou tel résultat, et pas du tout, tu vois. Et c'est ça et c'est pour ça que je voulais vraiment t'avoir, toi, ici, sur le podcast, pour ce sujet, parce que ça va vraiment avec la démarche que je veux en plus moi aussi donner aux personnes en consultation ou autres pour les amener à une activité physique, parce que moi c'est pas mon rayon, donc c'est pas du tout ma spécialité, et pour moi c'était vraiment la manière dont tu en parles, dont tu amènes les choses, je trouve que c'est vraiment parfait. Donc voilà, même si c'est pas encore selon toi encore bien accentué là-dessus, ça se ressent déjà beaucoup, je te rassure. Merci beaucoup. J'ai la tête qui sort de l'écran là, attention. Non, t'inquiète. Il faut savoir dire les choses et complimenter au lieu de toujours des critiques. Et bah là, il faut savoir aussi dire les choses quand elles sont bien. Du coup, ce que je voulais savoir aussi, c'est, alors, au-delà même du programme à la maison, est-ce que, parce que c'est pareil, ça j'en ai beaucoup, donc toi t'es professionnel, donc tu le sais, est-ce qu'il y a des activités physiques qui sont plus adaptées aux personnes, aux femmes enceintes et allaitantes ou après post-accouchement en tout cas? Encore une fois, cette question est fantastique parce que je reçois très souvent quand je fais des FAQ ce genre de questions et je ne peux pas répondre sur un format story, clairement. Donc merci de me donner l'opportunité d'en parler. Le prénatal, c'est passionnant. Moi, j'adore m'occuper des mamans. Je suis absolument fan de ça. Je suis absolument émerveillée par ce que peut faire le corps humain. Et alors, qui plus est, le corps féminin, mais c'est magnifique. Et encore une fois, on a une vision occidentale qui est tellement limitée, où littéralement, encore à l'heure actuelle, auprès du personnel médical et dans l'inconscient collectif, les femmes enceintes sont en sucre et sont totalement handicapées. Mais alors ça, vous sortez de nos sociétés occidentales, vous allez voir, les mamans, c'est des bombes atomiques, elles bossent, elles sont super actives jusqu'à l'accouchement et ça ne pose aucun problème. Nous, on a eu cette fragilisation de la femme enceinte, la femme en général, mais ça c'est un autre débat, qui a complètement, encore une fois, déconnecté là pour le coup les mamans de cette notion de mouvement qui pourtant aurait pu et va améliorer tellement le confort au niveau de la grossesse, la récupération post-grossesse, tout un tas de processus auquel on ferme la porte pour le moment parce que les mamans sont en sucre. Alors non, alors déjà votre bébé, à moins que vous ayez une contre-indication ferme de votre gynéco, il va pas sortir tout seul. Vous n'allez pas faire 2 fausses couches parce que vous avez fait une planche avant la fin du 3e trimestre. Il faut arrêter. Il n'y a pas plus de risque que le fœtus se décroche, que l'embryon se décroche
durant ce laps de temps. Il n'y a pas vraiment de corrélation qui a été trouvée. Et ça, c'est un peu un mythe qui est... C'est premier trimestre. Alors, en fait, le risque de perdre le bébé sur le premier trimestre est plus élevé qu'après, mais pas à cause du sport. Ça peut être à cause de tellement de facteurs que même une maman qui respecte tout a un risque de fausse couche. Voilà, c'est comme ça. Donc, ça n'est pas une pratique physique adaptée qui va accentuer, alors je souligne beaucoup en rouge adapté quand même, qui va accentuer ce risque-là au cours du 3e trimestre. C'est un risque qui est existant pour toutes les mamans. Voilà, point. Oui. C'est tout. Mais par contre, donc je souligne très fort adapté parce qu'il y a 2 profils en général. Il y a les mamans sportives qui veulent continuer à faire du sport. Et alors pour elles, ça va être très facile parce qu'effectivement, elles ont déjà une très bonne connaissance de leur corps généralement, et elles vont juste avoir à adapter au fur et à mesure de leur grossesse l'intensité. Parce qu'effectivement, la pompe cardiaque a tendance à s'emballer un petit peu plus au fur et à mesure de la grossesse. La tension a tendance à faire le yo-yo, la glycémie aussi. Donc tout ça, faut en prendre compte et faut adapter. C'est plus facile quand on se connaît et qu'on est déjà sensibilisé à ces signaux intérieurs. Sans grossesse, ce qui seront beaucoup décuplés quand même. Alors quand je dis adapté, par contre, encore une fois, c'est du cas par cas. C'est pour ça que je ne ferai jamais de programme pour femmes enceintes. C'est une hérésie pour moi. Un programme en ligne pour une femme enceinte, ça ne devrait pas exister parce que chaque grossesse se passe différemment selon le degré de sortie du ventre. Il y a des mamans qui vont avoir un ventre qui va très vite sortir et très fort sortir et qui, en plus, à la base, auront peut-être une fragilité lombaire qui sera vraiment accentuée dès les premiers mois de la grossesse. Et puis il y a des mamans dont le ventre ne va pas du tout sortir, et pourtant elles auront un gros bébé, hein, ça veut pas dire grand-chose, et qui seront en mesure d'être beaucoup plus à l'aise avec leur corps, leur centre de gravité pendant toute la grossesse. Donc déjà rien que ça, c'est des profils diamétralement opposés. À des mêmes stades de grossesse pour des personnes qui auront le même âge, le même gabarit. Donc c'est pour ça, on ne peut pas uniformiser un programme. Par contre, ce qu'on peut faire effectivement, quand on fait du sport, c'est adapter sa pratique sportive en fonction de ce qu'on est déjà en mesure de faire avant. Donc des mouvements qu'on maîtrise et de ce que l'on peut faire par rapport à l'évolution de son corps. Il y a des choses évidemment qui sont indispensables à respecter, comme pas de compression, mais encore une fois c'est du bon sens. On va pas faire des compressions sur son ventre quand on a un bébé qui est en train de grandir à l'intérieur, c'est logique. Oui, c'est ça. Voilà, les impacts. Mais encore une fois, c'est normal. On va pas se mettre à faire du trampoline, quoique le trampoline c'est quand même moins dur comme impact que de la course à pied. Mais on va pas se lancer dans la course à pied alors qu'on a un bébé à porter dans le ventre. Il y a des choses comme ça, mais c'est tellement du bon sens que normalement tout le monde devrait le savoir assez facilement. Effectivement, au-delà du 3e trimestre, à partir du 3e trimestre, les positions en décubitus dorsal peuvent être dangereux. Généralement, de toute façon, spontanément, on se met pas forcément en décubitus dorsal pour faire des exercices quand on a un bidon qui déborde parce que c'est pas confortable. Donc c'est quoi comme position? Parce que du coup, allongé sur le dos, pardon. Les exercices allongés sur le dos. Après, Ouais. à partir du 3e trimestre, on oublie. Ça va entraver l'oxygénation. C'est très néfaste et donc à éviter. Voilà, ça c'est des règles de base. Après, clairement, une personne sportive qui veut continuer à faire son sport, par exemple de la musculation, aussi plein d'autres sports, elle va pouvoir l'adapter en fait, tout simplement. Je pense à la muscu parce que c'est assez génial, parce que ça permet de garder un certain tonus musculaire et de tenir aussi les articulations, parce que à partir du 2e trimestre, on va sécréter de la relaxine. Alors la relaxine, on l'adore parce qu'elle assouplit toutes nos structures articulaires. C'est normal, il y a un bébé qui va devoir passer, il y a littéralement un camion qui doit sortir, donc faut préparer la voie. Voilà. Du coup, toute notre structure articulaire deviennent beaucoup plus flexibles. Et ça, c'est un effet qu'il faut contrer parce que sinon ça peut mener en fait à des risques de blessures, hein, tout simplement. Sachant que cette relaxine, elle reste présente, il me semble, au moins, je pense encore pendant 6 mois après l'accouchement. Donc il faut faire super gaffe aux amplitudes. Et alors c'est pour ça que je suis enceinte, je vais faire des étirements ou je vais me mettre au yoga. Non,
c'est pas le moment de tirer sur un corps qui est déjà trop souple en fait, parce que c'est le meilleur moyen d'engendrer des blessures. Au contraire, on travaille sa posture, on consolide ce corps qui est en train de se ramollir un petit peu vraiment de l'intérieur. Donc attention à ça, les étirements pour femmes enceintes et le yoga pour femmes enceintes. Alors le yoga, attention, les postures quand on les connaît déjà à la base, c'est très bien, on les ajuste, mais se lancer dans des postures ou dans du yoga pendant sa grossesse, c'est le meilleur moyen de se faire mal. Et moi, j'ai des personnes que j'ai retrouvées avec des genoux flingués, une colonne lombaire complètement flinguée, des psoas inflammés, parce qu'elles s'étaient lancées dans le yoga, sans conscience de leur corps dans l'espace, de leur capacité en temps normal, et que ces capacités ont été complètement déformées par notamment cette fameuse relaxine, la variation aussi, la modification de leur centre de gravité liée au bébé, à la croissance du bébé, et qui font quoi, elles se sont flinguées, et ça c'est un petit peu dommage. Donc non, vaut mieux continuer à se renforcer, à travailler sa posture. Donc concrètement, on peut faire plein de choses. Ça encore une fois, les mamans, sauf contre-indication, ne sont pas en sucre. On peut tout à fait continuer à s'entraîner. Moi, j'ai un super exemple là parce que je suis donc dans une box de CrossFit dont la propriétaire a eu son premier bébé il y a 2 semaines. D'accord. Et elle s'est entraînée avec nous jusqu'à 2 jours avant son accouchement. Voilà, il y avait pas, le col était fermé, enfin il y avait aucun souci, elle avait absolument aucun souci. D'ailleurs au bout d'un moment elle en avait marre parce qu'elle avait juste envie d'accoucher. L'accouchement s'est super bien passé d'ailleurs, et puis là elle est en train de récupérer petit à petit, mais voilà, ne pas trop mystifier cette grossesse. Les femmes, le corps humain et alors le corps féminin est capable de tellement de choses. Mais par contre, un corps sédentaire, ultra sédentarisé, lui, il est capable de beaucoup moins de choses. Donc, moi, ce que je peux conseiller aux mamans qui ne le sont pas encore, c'est de se mettre du sport avant de tomber enceinte, de se mettre au sport, pardon, avant de tomber enceinte, de démarrer une activité physique avant de tomber enceinte, ou en tout cas de rompre leur sédentarité et de commencer à prendre conscience de leur corps, parce que cette conscience corporelle va énormément les aider pendant la grossesse et après la grossesse. Et oui, parce qu'en plus, la mémoire musculaire, c'est vachement bien quand même. Ouais. Ça fait que même si on s'arrête pendant un certain laps de temps, je pense surtout après l'accouchement, ça revient carrément plus vite quand on a des antécédents, en fait, parce que le corps a une mémoire musculaire. Pareil pour le périnée, d'ailleurs. Donc voilà, si vous envisagez d'avoir un bébé, commencez dès maintenant à faire du pilates, commencez dès maintenant à travailler votre posture et puis tout simplement à intégrer le mouvement dans votre vie. Et pour les personnes qui seraient par contre très sédentaires et qui décident de démarrer une activité physique pendant leur grossesse, là, moi je vais être claire, c'est un suivi qu'il leur faut. Point. Voilà, c'est tout. Il faut un suivi parce qu'il faut que ce soit adapté en fonction des capacités motrices de la personne, qui sont peut-être très limitées si celle-ci a été sédentaire pendant très longtemps avant, et qui vont être d'autant plus complexes à gérer avec une grossesse et tous les facteurs que ça induit. Et en post-natal, ça va dépendre de pas mal de choses. Déjà, ça va dépendre de s'il a fallu accentuer légèrement, enfin ça va dépendre évidemment s'il y a eu une épisio, un déchirement ou pas. Voilà, je voulais le dire de manière un peu plus poétique, mais voilà, ça se produit. Les épisios sont pas systématiques, elles sont pratiquées un petit peu trop souvent, mais parfois il y a juste un déchirement et puis parfois il y a rien du tout. Donc déjà, il y a un temps de cicatrisation dans ce cas-là qui est très important à prendre en compte parce que la rééducation du périnée ne se fera pas avant. Ensuite, indispensable, rééducation du périnée. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai des nanas, et ça me brise le cœur. Enfin, ça me brise pas le cœur parce que c'est pas irréversible, mais qui peuvent pas faire de corde à sauter sans faire pipi, qui peuvent pas éternuer sans faire pipi, alors que leur grossesse est terminée depuis des années. Oui. Et ça, c'est parce qu'elles ont complètement négligé ce plancher pelvien, déjà avant leur grossesse, et après leur grossesse. Mais ce plancher pelvien, il est précieux. Déjà, il soutient les organes. Il nous permet de gérer nos fonctions sans accident. Et ça, sur le long terme, c'est très, très important. Oui. Voilà. D'ailleurs, petite parenthèse pour les hommes aussi. Et ça, c'est vraiment, vraiment dommage parce que cette prise de conscience du plancher pelvien, elle n'est pas vraiment compliquée. Alors effectivement, ça se travaille, c'est un travail de prise de conscience. Mais après, il n'y a pas vraiment, à part les exercices de Kegel, évidemment, mais sinon, le plancher pelvien, on peut le connecter un petit peu comme on veut.
Le Pilate permet justement de un peu systématiser cette action, ce qui est plutôt intéressant. Oui. Voilà. Et justement, c'est pour ça en postnatal, moi comme première approche, s'il y a bien une approche en tout cas que je recommande à toutes les mamans, une fois qu'elles ont fait leur rééducation, j'insiste dessus, en gras, en majuscule, redémarrer avec du Pilate qui va permettre en plus de reconnecter petit à petit la sangle abdominale sans compression. Ce qui est important s'il y a eu diastasis notamment, et puis de reconnecter aussi ce plancher pelvien pour reconsolider en fait un socle de base solide pour après permettre de faire toutes les activités physiques sans problème. Voilà. Ok, super. Ouais, c'est vrai que le Pilate, j'ai tendance à, en général, c'est ce que je disais aux personnes si elles voulaient, voilà, après la grossesse ou même en règle générale, je trouve que c'est une technique qui est douce dans le sens où elle va pas nous demander autant d'efforts qu'une grosse séance, genre CrossFit, un truc comme ça, mais qui travaille vraiment profondément. Et justement, les fameux muscles profonds qu'on a tendance à... Enfin, je pense que peut-être tu seras d'accord, mais on va dire en muscu classique, on a tendance à oublier tout ce qui est justement les muscles profonds, qui sont pourtant, eux, les muscles les plus vitaux, en fait, et qui sont hyper importants. C'est pour ça que le Pilate, moi, je sais que c'est une pratique que j'aime énormément, qui est très intéressante et très globale, encore une fois. Donc, les mamans, futures mamans, voilà, qui nous écoutent, c'est super. Et est-ce que, justement, tu as, pour les personnes en général... Alors, encore une fois, je rappelle que tu as fait une vidéo complète à ce sujet, mais un petit mot pour les personnes qui disent ne pas être motivées ou qui ne prennent pas forcément le temps pour elles, pour cette partie du mouvement et de l'aspect de l'activité physique. Ben, je pense... non, mais c'est toujours bien de faire une petite piqûre de rappel, de toute façon. Je pense qu'encore une fois, sortir le mouvement de cette liste de tâches à faire, c'est hyper important, mais je pense que vraiment ça touche à enfin c'est pas un problème d'ailleurs, mais à une prise de conscience globale qu'il va falloir avoir à un moment donné. On peut pas passer à côté, c'est-à-dire qu'on peut pas passer sa vie en lutte permanente avec ces choses à faire. On sait que c'est bien, mais on les fait pas. C'est-à-dire que soit on s'en contente, il y a des gens qui en ont rien à foutre, mais à ce moment-là, c'est pas un problème chez eux. Voilà. À partir du moment où on a ce problème de motivation, c'est qu'on sait que ce serait bien de le faire, mais qu'on n'a pas envie. Et finalement, mais c'est comme l'alimentation, finalement, c'est pas nécessairement dans l'assiette qu'il faut travailler, en tout cas sur le rapport à l'alimentation, c'est sur les causes, les raisons profondes, le sens. Et là, c'est pareil, c'est sur ce manque d'envie qu'il faut travailler finalement. C'est pas en trouvant des astuces ou des séances fun, ou bien sûr ça aide, mais on peut aussi faire la séance la plus chiante du monde en prenant énormément de plaisir à la faire, parce qu'elle nous fait du bien. Donc voilà, il n'y a pas besoin de chercher le dernier HIT à la mode pour se motiver. En fait, la motivation, elle va venir d'autres choses parce que sinon elle est très éphémère. Et cette envie de bouger, il va falloir la retrouver. Et ça, à toutes les personnes à qui cette question se pose, justement, qui se posent cette question, les gars, les filles, il va falloir que vous la retrouviez, cette envie, et ça peut peut-être passer par un gros travail sur pourquoi vous savez que vous devez bouger, que ça vous ferait du bien. Pourquoi vous vous sentez pas bien si vous bougez pas, que ce soit physiquement ou psychologiquement, parce que ça peut aller loin quand même. Nos schémas de pensée, des fois, ils sont forts. On peut se sentir super mal, on peut avoir mal partout. On sait que si on bougeait, ça nous ferait du bien, et on le fait pas. Donc, à un moment donné, il y a une espèce de grosse prise de recul sur tous nos schémas mentaux qui nous bloquent dans des carcans. Mais il en va de même avec notre rapport à l'alimentation, bien d'autres choses, ou même nos rapports sociaux, relationnels, ces schémas comme ça, répétitifs, qui sont très nocifs et qu'on continue à reproduire, parce qu'on est un peu conçu comme ça. Voilà, l'être humain n'est pas parfait, de loin. Et la complexité de notre cerveau nous dépasse totalement. Je pense qu'à un moment donné, dans l'évolution, on a loupé le coche. On a un cerveau qui s'est consolidé et en fait, il y en a une partie qui a pas du tout suivi et ça crée ces petits conflits qui font que, par exemple, on sait qu'on devrait bouger, mais en même temps, on se complaît dans une espèce de langueur, de confort qui n'en est pas un, parce qu'au fond de soi, on a quand même cette petite voix qui nous dit ouais, mais t'es tout raide là, puis même la digestion elle est pas géniale, puis j'ai mal aux genoux.
Ouais, va falloir. Alors, ça peut passer par du développement personnel pour certaines personnes. Souvent, il y a un gros travail. Et développement personnel, là, je parle pas des gourous américains qui montent sur scène et qui disent de faire ceci, cela, ça va changer la vie. C'est-à-dire que le développement personnel, encore une fois, c'est un des piliers, hein, encore une fois, de la santé, du bien-être. C'est-à-dire que vous, en tant qu'individu, vous êtes en évolution permanente parce que vous naissez et puis jusqu'à la fin de la vie, il y a quand même un certain laps de temps durant lequel on évolue. Donc, soit on décide de cultiver ça, soit on décide de laisser pousser et puis voilà, si ça pousse pas très bien, si ça fane, c'est pas grave, mais ou alors on décide de cultiver et justement cet aspect du développement personnel qui est bien loin de ce qui est affiché de manière un peu trop marketing à mon goût parfois sur les réseaux sociaux. Attendez, enfin moi je vais dire un truc et je pense que tu peux je pense encore une fois tu vas acquiescer, le yoga c'est du dev perso, hein. Oui. Mais clairement. Voilà, et comme beaucoup d'enseignements ancestraux et moi je pense au yoga parce que ça a été un petit peu mon fil conducteur qui m'a permis de commencer à dérouler cette pelote et de découvrir plein de choses super. Mais voilà, on a un travail de développement de la conscience qui est important à faire et ça je suis désolée mais moi je ne ferai jamais partie, j'ai essayé à un moment donné en tant que coach, je ferai jamais partie des personnes qui vont donner des solutions comme ça magiques pour soudainement retrouver la motivation pour s'entraîner ou non, en fait votre motivation elle se cultive mais c'est à vous d'aller justement au début, quand vous êtes un petit peu paumé et que vous n'arrivez pas à enclencher le truc, il va falloir ouvrir grand les yeux et aller chercher ce petit bout de fil qui dépasse et puis commencer à le dérouler petit à petit. Voilà. Ça peut demander aussi d'étudier un petit peu plus justement les fondements de l'intelligence émotionnelle, du travail justement de prise de conscience, de développement de la conscience. Alors ouais, c'est un peu plus cérébral, hein, mais le mouvement c'est quelque chose d'intelligent hein, à la base. Donc voilà, on peut pas attendre que la motivation tombe du ciel. Donc voilà, donc comme coup de boost à toutes ces personnes-là, trouvez le moyen, trouvez ce petit fil qui dépasse, qui vous permette de faire la jonction entre ce que vous savez que vous devriez faire et cette envie profonde de le faire. Et ça vaut pour tout. Voilà. Donc tant que vous n'avez pas clairement pris conscience et pas que en surface que le mouvement, ça vous fait du bien, et tant que vous n'avez pas foncièrement envie de vous faire du bien, et ça j'insiste là-dessus, ça pourra pas marcher, donc il va falloir aller creuser et gratter un petit peu. Ok, super. Et d'ailleurs, sur ça, je reviens sur un petit point, parce que moi, je le retrouve plus en consultation pour les personnes qui ne sont pas motivées à manger sainement. Et il y a un point sur lequel j'insiste, que je prenais pas forcément en considération dans mon début de pratique. Des fois, il se peut que cette motivation, c'est plus un manque de possibilités que de... Enfin, c'est plus on ne peut pas qu'on ne veut pas. Et je m'explique, en fait, dans certains cas, il y a des personnes suite à plusieurs choses, hein, soit le stress psychique, physique, etc., qui peuvent être carencées, avoir des déséquilibres au niveau des neurotransmetteurs et qui vont avoir justement un manque de motivation. Ouais. Par manque de neurotransmetteurs. Et encore là, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu ce cas-là avec une maman qui était vraiment débordée, qui sait que c'est bon pour elle de manger sainement. Elle avait même perdu tout plaisir à cuisiner parce qu'elle était épuisée. La seule chose que j'ai fait, là où j'ai agi, parce que je dis là, la priorité, c'est pas au final ton alimentation, mais la priorité, ça va être justement cette problématique de ton épuisement physique qui va t'amener à cette perte de motivation. Et juste en régulant avec la nutrithérapie au niveau des neurotransmetteurs, un mois, je l'ai eu là il y a quelques jours, elle me disait justement, ça y est en fait, la motivation est revenue, donc maintenant elle peut en fait recuisiner comme elle sait déjà ce qui est bon pour elle, c'était pas vraiment le problème, mais juste le simple fait de venir rééquilibrer le système nerveux, et après je lui ai expliqué évidemment comment ne pas retomber dans ce qui l'a amené à cet épuisement, parce que ça sert à rien si je lui donne ce qu'il faut et qu'après le but c'est pas de rester sous un complément mais s'il est naturel, ouais voilà c'est ça, donc c'était une béquille pendant un certain temps pour couper ce cercle vicieux et ensuite qu'elle ne fasse plus ce qui l'a amené à cet épuisement physique. Et ce qui fait qu'on peut aussi, s'il y a vraiment quelque chose derrière un épuisement, peut amener comme une dépression. Quand on dit à chaque fois, oui, mais il faut que tu fasses ci, ça, une dépression, c'est une réelle pathologie qui touche beaucoup au niveau du cerveau, au niveau des neurotransmetteurs. Non, la personne, elle ne peut pas, littéralement, c'est pas qu'elle ne veut pas, c'est qu'elle ne peut pas, elle a besoin d'aide. Ouais, bien sûr. Et justement, avec des rééquilibrages au niveau des neurotransmetteurs,
on arrive à sortir la personne de ça, et après c'est elle qui va nourrir ce nouveau cercle vertueux pour en sortir définitivement. Mais c'est pour ça que la naturopathie, en effet, dans ce cas-là, peut être très très intéressante. Ça, c'est un tout, et ça marche ensemble, toutes ces pratiques-là marchent ensemble, que ce soit avec psychothérapie, les émotions, l'activité physique, tout ça, tout rentre en considération. Et d'ailleurs, ça m'amène à la question que je voulais te poser, c'est toi, comment tu as fait, maintenant que tu as commencé des cours en naturopathie, par rapport à ton métier actuel, en fait, qu'est-ce qui a fait ce lien? Alors, bon, déjà, je reviens sur ce que tu viens de dire et j'appuie vraiment dessus parce que oui, attention, il y a effectivement tous les conseils comme ça qu'on peut donner, mais après, rien ne vaut aussi le travail sur le terrain avec une personne qualifiée qui prend le temps de vous étudier, de vous connaître. Et c'est là justement que les naturopathes, donc dont tu fais partie, jouent un rôle essentiel que d'autres, malheureusement, que les spécialistes du corps médical ne jouent pas. Cette prise en charge et cette recherche vraiment sur tous les plans. Et effectivement, hein, enfin ça on pourrait en parler, mais alors entre les micronutriments, les neurotransmetteurs, les hormones, il y a un monde qui est inexploré parce que, et ça je trouve ça tellement dommage d'ailleurs qu'à l'heure actuelle quand on va voir un endocrino, il soit pas foutu de faire grand chose de vraiment utile hors grosse pathologie commune. Oui. Mais même on a, enfin, je pense que, enfin, les analyses pour l'hypothyroïdie par exemple, c'est une catastrophe. Mon Dieu, mais pourquoi en fait? Pourquoi on fonctionne encore comme ça à notre époque, quoi? Bref, tout ça pour dire qu'effectivement, voilà. Il y a effectivement le côté psychique, le côté physique, mais il y a le côté organique aussi, et ça, ça nécessite l'expertise d'une personne dont c'est le métier, et pour ça les naturopathes, les bons naturopathes, ça justement on va en venir avec la formation, les bons naturopathes sont des acteurs essentiels pour travailler là-dessus. Donc moi, je le dis d'ailleurs très régulièrement à toutes les personnes qui me posent ce genre de questions, mais allez voir un naturopathe, et même des personnes qui auraient des problèmes de santé et seraient suivies par des spécialistes, des allopathes. L'un n'est pas incompatible avec l'autre, au contraire. Donc voilà. Tout ça pour dire que ma formation, moi justement, je trouvais que c'était vraiment le chaînon manquant. La naturopathie, je l'ai découverte il y a très longtemps. Alors j'ai la chance d'avoir une maman qui a été toujours très ouverte à plein de choses. C'est comme ça d'ailleurs que toute petite, et je m'en souviens encore, j'ai mangé mon premier steak de soja céréales. Je crois qu'à l'époque c'était déjà un truc genre Soja Sun, Gerblé ou Bjorg, une de ces trois marques. C'était immonde, mais j'en ai encore le goût parce qu'à l'époque, mais je pense que c'était peut-être la seule maman à Paris qui faisait manger des steaks de soja à sa fille. On n'a pas mangé beaucoup, mais je m'en souviens encore très bien. Donc elle a toujours eu cette ouverture-là, et je vais avoir 20 ans, donc ça date, hein, c'était après mon diplôme. Quand je suis remontée en Normandie, j'ai passé un petit peu de temps avec eux, et donc elle avait consulté. Alors je ne sais pas comment, avait découvert qu'il y avait une naturopathe à Vernon. Je me souviens plus de son nom. Et c'est comme ça que j'ai découvert la naturopathie. Donc il y a longtemps maintenant, il y a plus de 15 ans. Et j'avais déjà beaucoup aimé l'approche à l'époque. Ça m'intéressait beaucoup d'avoir cette approche qu'on peut qualifier d'holistique maintenant, même si à l'époque le terme était vraiment pas popularisé. Oui, c'est ça. Mais voilà, donc j'ai découvert comme ça la naturo, et j'ai toujours gardé dans un coin de ma tête en me disant, mais c'est quand même une approche qui permet de lier beaucoup de choses entre elles, qui n'existent pas ailleurs en fait, clairement. Et encore moins dans notre système médical dit moderne, hein, voilà, en tout cas commun, celui auquel les gens accèdent et qui est couvert par la Sécu d'ailleurs. Bref. Donc voilà, et puis dans mon coaching, quand j'ai commencé à coacher, j'avais toujours, en fait finalement, dès que j'avais ce genre de questions de la part de mes clients, je leur suggérais d'aller voir un ou une naturopathe, d'aller rechercher de ce côté-là, d'avoir cet avis, cette approche-là.
Et puis ouais, au bout d'un moment, en fait, je me suis dit, mais moi, en fait, par rapport à ma vision des choses vraiment très très holistique, alors maintenant holistique, ça m'énerve de l'utiliser parce qu'il est tellement utilisé à tort et à travers que j'ai l'impression de dire un truc tellement mainstream que n'importe quel coach va dire sur les réseaux sociaux, mais ça reste quand même le terme le plus approprié, je pense. Cette approche holistique, ce travail d'auto-guérison, de prévention qui est très fortement mise en avant par la naturopathie et pas justement les ressources naturelles, les ressources du corps. Je trouve ça absolument génial. Moi, je m'y suis toujours sentie très en cohérence avec. Jusqu'au moment où je suis allée suffisamment loin, moi, dans mon évolution professionnelle pour voir que je pouvais dégager du temps et commencer à me former. Alors, des naturopathes, j'en ai revu de temps en temps. Moi, après, je suis pas forcément une bonne élève pour ça, parce que je vais pas nécessairement beaucoup en consultation pour quoi que ce soit. D'ailleurs, le dentiste, il faudrait que j'y aille bientôt. mais je suis déjà allée voir des naturopathes plusieurs fois pour avoir aussi leur avis et parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir cette approche-là, même quand on n'a pas de problème de santé, absolument pas. Au contraire. Et donc voilà, donc j'ai commencé et c'était il y a 1 an et demi, quasiment. J'ai cherché je sentais que ça me faisait vibrer, je sentais que la naturopathie était aussi ce qui allait permettre de lier toute mon approche. Et je le sens encore à l'heure actuelle. C'est-à-dire que ce que je veux partager avec les personnes, finalement, ce qui le caractérise le mieux, c'est la naturopathie. Parce que la naturopathie, ce sont des piliers essentiels qui incluent déjà une grande partie de ce que je propose, notamment le mouvement, notamment le bien manger, notamment toute cette reconnexion finalement avec la nature, notre environnement, nos ressources naturelles et ce qu'elles ont à nous apporter. Oui. Et ce travail de prévention, d'auto-guérison que l'on a complètement perdu, auquel on s'est déconnecté. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là qui finalement, la niche, c'est vraiment la naturopathie. Ok, super. Et d'ailleurs, si tu veux donner un petit message aux personnes qui écoutent. Non, je pense que oui, on est totalement d'accord toutes les deux sur le sujet. C'est que déjà, il est très important, que ce soit pour le mouvement, que ce soit pour la nutrition, que ce soit pour la santé, pour le bien-être, de se replacer en tant qu'acteur central de tous ces éléments-là, pardon, et d'arrêter de nous démunir nous-mêmes de tout ce pouvoir qu'on a en fait. Et ça, c'est quelque chose, moi je trouve que c'est un des mots les plus flagrants dans notre société où en fait on est démuni de ce pouvoir énorme, on est déconnecté et démuni de ce pouvoir-là, et des outils dont on dispose et qu'on a vraiment à portée de main. Donc on va chercher des théories alambiquées, on va chercher les derniers compléments, les dernières modes alimentaires, les derniers programmes sportifs, les dernières thérapies. Alors ce sont des outils qui peuvent aider. Bien sûr, attention, je le nie pas. Mais à la base, il y a un élément central, d'abord prioritaire, c'est vous. Et il faut, et ça rejoint du coup ce que tu disais sur la motivation, de se mettre en route, etc. Il faut tout d'abord que vous repreniez conscience et confiance en votre capacité à vous faire du bien. Voilà. Et ça, je pense que c'est vraiment la première marche. Et malheureusement, à l'heure actuelle, on a plus tendance à se jeter à corps perdu dans une méthode, dans un outil, et à ne focaliser que sur celui-ci, à ne compter que sur celui-ci, mais sans être nécessairement acteur finalement. On est consommateur, mais on n'est pas acteur. Et il faut arrêter de consommer, il faut commencer à agir, faut commencer à se reconnecter un petit peu à ses capacités, à son intelligence et à son intelligence corporelle aussi. Parce que c'est bien d'étudier, attention, moi je prône l'éducation, je prône les connaissances, c'est une base, il y a des connaissances de base que malheureusement on n'apprend pas nécessairement toujours à l'école, par exemple le bon sens alimentaire, ne serait-ce que ça, entre autres, mais on a une intelligence qui est là, qui sommeille, le corps, mais heureusement que vous ne faites pas tout consciemment, sinon faudrait penser au battement du cœur du H24, faudrait penser à nos échanges chimiques, biochimiques en permanence. On a cette intelligence qu'il fait pour nous. Et, il faut lui redonner de la place en fait. C'est hyper important. Et puis du coup, il faut aussi reconnecter notre cerveau, notre super penseur et l'utiliser à bon escient. Donc voilà, c'est vraiment ce travail de connexion qui est important et ça va bien au-delà du mouvement. Mais voilà, toi, ton approche en naturopathie est totalement cohérente là-dessus. Donc voilà.
C'est ça mon dernier mot. Super, merci. En tout cas, j'étais très, très, très honorée, je le redis, je le répète encore, de te recevoir sur ce podcast. Et j'invite vraiment les personnes donc, à te suivre, à regarder ton contenu. Donc, c'est French Fitness Lab encore sur Instagram, le compte. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Jusqu'à la fin de l'année. Voilà, ouais. Donc de toute façon, je vous mettrai tout ça en lien, en description et tout. Donc je vous invite vraiment à regarder tout ce qu'elle fait, c'est génial. Et encore, merci Amandine d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci Marina de m'avoir invitée. J'espère que ça n'aura pas été trop long pour vous et que ça aura été intéressant. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup intéressée. Merci. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note et à me donner votre avis en commentaire pour que je puisse le lire lors d'un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous donne rendez-vous chaque mardi pour améliorer votre hygiène de vie grâce au podcast À votre pleine santé. Retrouvez quotidiennement mes conseils et astuces sur Instagram, sur le compte Ma Vie Saine et Moi, mais aussi sur Facebook et sur le blog de mon site web maviesaineetmoi.com. À très vite et prenez soin de vous.